Bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous accueillir en si grand nombre. Plus d'une centaine de personnes dans ce genre d'événement-là, c'est impressionnant. C'est toujours agréable de voir que ce qu'on est en train de faire peut avoir suscité de l'intérêt et avoir peut-être une certaine portée. Donc, merci d'être là. Euh, je vois plusieurs visages que je connais, mais plusieurs autres que je ne connais pas. Donc, peut-être ça vaut la peine de juste... c'est quoi ça, le pôle sport, là? Le pôle sport a été créé officiellement il y a un peu plus d'un an. Déjà, ça passe vite, malgré la pandémie. Euh, la mission du pôle sport, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une unité de recherche et de transfert qui est supportée par HEC Montréal. Notre mandat, nous, c'est d'aider le milieu sportif en facilitant et favorisant la jonction entre le milieu académique, le milieu universitaire, puis les milieux pratiques, le milieu sportif. Puis pour le faire, on réalise plusieurs activités, des activités de formation de toutes sortes, des activités de recherche appliquées plus fondamentales, mais aussi des activités que nous on appelle de jonction et transfert, qui est comme aujourd'hui, la série Parlons Sport est une de ces activités-là qui nous permet de favoriser la rencontre de ces deux univers. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous et d'accompagner Andréane. Andréane qui, en fait, sans Andréane, il n'y a pas de projet de recherche, puis on ne serait pas tous là aujourd'hui, pour la petite histoire. En fait, c'est grâce à elle qu'on va avoir la chance d'apprendre un peu sur cette thématique-là qui m'apparaît centrale et très importante sur toutes les infrastructures, le support à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Et je crois que le domaine sportif a intérêt à se poser des questions et à peut-être prendre des actions dans cette direction-là. Donc, Andréane, son projet servait à nous aider à mieux comprendre ce qu'il en est, comment se positionner, comme le fait plusieurs autres secteurs économiques au Québec et dans le monde. Et même d'ailleurs, dans le monde, on voit plusieurs projets d'incubateurs et d'accélérateurs sportifs. Donc, on est autour de cette thématique-là. Je dis bien accompagner Andréane parce que c'est essentiellement elle qui va faire la présentation. Moi, mon rôle va être peut-être de compléter par moment, mais je suis très heureux d'être avec elle. Pour la petite histoire, ce projet-là est né, c'est assez intéressant parce que j'entendais parler d'Andréane depuis à peu près, il y a un an, on s'est rencontrés il y a un an et demi, puis j'entendais parler d'Andréane à peu près à tous les jours, un certain temps. Et un jour, elle me envoie un courriel pour me dire, Éric, j'aimerais qu'on se rencontre, j'ai un projet supervisé à faire dans le cadre de mes études à HEC ou MBA, et tout le monde me dit qu'on devrait se rencontrer. Et, vous auriez dû l'avoir arrivé, là. Tu sais, l'étudiant rêvé que tout le monde, tous les professeurs rêvent d'avoir, là, préparé, organisé. Elle avait une liste de questions, elle était prête, là. Étrangement, tout ce qu'elle avait préparé, c'est pas ça qu'on a fait. Parce que dans la discussion, on s'est mis à discuter de ce qu'on faisait au Pôle Sport, puis de nos ambitions, de peut-être contribuer sur une des questions qu'on a évoquées, celle-là de les accélérateurs, les infrastructures pour supporter l'innovation, la création d'entreprises. Et là, subitement, c'est drôle, c'était de voir Andréane qui lâchait ses papiers, puis qui était dans la discussion avec un sourire, vous auriez dû voir ses yeux. Subitement, ça y était, on savait qu'on venait de trouver un fit pour travailler ensemble, et c'est ce qui a donné, en fait, à toute la suite, là, où on a développé le projet et on l'a réalisé. Excusez-moi. Je suis content qu'Andréane a accepté de venir nous présenter le fruit de ses recherches parce que je crois sincèrement qu'il y a là matière à réflexion pour notre industrie. L'entrepreneuriat est sans aucun doute une voie importante pour la génération et la création de valeur économique. Et je crois sincèrement que notre industrie, le milieu sportif, nous avons un potentiel incroyable, mais clairement sous-exploité. Nous avons besoin, comme industrie, de nous poser des questions, de prendre des actions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on peut susciter la création de richesse et de peut-être pas voir seulement le sport comme étant un vase clos, mais également comme étant un moteur de création de richesse collective, économique, pouvant aider à l'ensemble de la société. Et c'est très intéressant d'avoir ce projet-là, puis de ce premier pas-là pour justement nous poser des questions sur quel modèle adopter, comment faire, quoi faire, comment financer tout ça, comment
comment nous organiser pour finalement jouer notre rôle, et probablement le pôle sport pourrait être un acteur là-dedans, pour supporter cette création et cette de richesse collective-là et ces infrastructures-là pour favoriser les entreprises, la création d'entreprises, d'emplois. Donc, c'est un peu ces thèmes-là que nous aborderons aujourd'hui. Puis, sans plus attendre, je vais laisser Andréane prendre la relève, nous présenter son projet de recherche. Merci Andréane, je suis très excitée de t'écouter. Merci Eric. D'abord, je suis vraiment contente aussi, en fait, de présenter ce projet-là. C'est un sujet que j'ai adoré explorer, puis j'ai vraiment eu du plaisir à faire ce projet-là dans la dernière année. Comme tu le mentionnais, Eric, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de partager des connaissances, de faire réfléchir, puis tant mieux si ça peut, en quelque sorte, être utile ou faire avancer d'une quelconque façon des projets d'innovation dans le sport. Donc, je vous souhaite bon lunch à tous et sans plus tarder, je vais y aller tout de suite. Puis, avant d'entrer directement dans le cœur de la question de recherche, je sais que vous avez hâte d'entendre les résultats de l'enquête. Je pense que c'est quand même important de bien comprendre l'environnement du sujet qu'on va exploiter. Comme ça vous permet probablement de mieux comprendre l'analyse qui va vous être présentée. Regardons donc tout de suite ensemble le contexte sportif et entrepreneurial de Montréal et ici, à Montréal et ailleurs dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui du milieu sportif, donc je vous apprends probablement rien, mais Montréal est clairement identifié comme une ville sportive. C'est que ce soit par ses infrastructures, sa notoriété, ses attributs, sa riche expertise. C'est définitivement, on ne le dit pas assez souvent, moi je dis qu'on ne dit pas assez souvent que c'est quand même l'unique ville sportive, l'unique ville olympique d'été au Canada. On a 4 équipes professionnelles de sport. J'inclus là-dedans nos amis du Royal de Montréal d'Ultimate Frisbee. Montréal, c'est la première ville au Canada, la 30e dans le monde là, pour l'accueil d'événements sportifs internationaux. C'est un pôle de développement majeur pour la pratique sportive et le sport de haut niveau. On compte, entre autres, 12 centres d'entraînement, centres nationaux d'entraînement sur le territoire. Et on retrouve quand même plusieurs sièges sociaux nationaux et internationaux à Montréal, notamment le siège de l'Agence mondiale antidopage, le Comité olympique canadien, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. On a 5 fédérations nationales et plus de 60 fédérations sportives québécoises qui sont installées à Montréal. Donc, est-ce que Montréal a un haut potentiel pour des projets sportifs? Bien, absolument. L'écosystème Startup de Montréal maintenant, bien, juste avant, peut-être regardons qu'est-ce qu'un écosystème Startup. Bien, c'est un ensemble d'individus et d'organismes qui collaborent pour favoriser la création, le développement, la croissance et la réussite des startups. On va retrouver dans cet écosystème-là, évidemment, des startups, des entrepreneurs, des coachs, des mentors, des organismes de soutien, des universités, des centres de recherche, des investisseurs, des financiers, des grandes entreprises, des acteurs gouvernementaux. Et qu'est-ce qui qualifie donc un écosystème? Quels sont les facteurs de succès d'un écosystème startup? On va retrouver par exemple la présence de talents, la densité et la masse critique des startups, l'interaction dans l'écosystème, la connectivité locale et internationale et son capital intelligent, donc l'expertise et les réseaux qui la composent. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un portrait de l'écosystème Startup de Montréal en 2019 qui a été réalisé par Bonjour Startup Montréal. Dans le graphique à gauche, on voit plusieurs acteurs de l'écosystème Startup. J'ai été surprise d'apprendre qu'il y a quand même déjà plus de 1300 startups à Montréal et 30 incubateurs accélérateurs, 42 programmes d'incubation et accélération. Je vais revenir là, sur ces termes-là, mais il y a quand même déjà plusieurs acteurs là, qui composent l'écosystème à Montréal. À droite, ce que vous voyez, c'est les stades de croissance des startups de Montréal.
pour la plupart, il y a un très grand nombre de startups qui se situent dans le stade de démarrage. Donc, pour revenir aux principales structures d'accompagnement qui existent, d'abord, il va y avoir des espaces de coworking, de travail qui sont regroupés. Il va y avoir des grappes. Par grappe, on veut dire des regroupements géographiques d'entreprises qui viennent de la même industrie, par exemple Aéro Montréal ou Propulsion Québec là, en transport électrique et intelligent. Ensuite, il y a des hubs. Ça, c'est un espace physique qui offre une concentration de ressources, là, par exemple la Maison Notman à Montréal. Ensuite, il y a les incubateurs et accélérateurs qui, eux, vont être des structures d'accompagnement. Souvent, on va les retrouver, ils vont répondre à des secteurs économiques plus précis, ils vont être répartis par secteur. Donc, pour les incubateurs, de leur côté, ils vont accompagner des startups qui sont davantage en phase de prédémarrage et démarrage. Par exemple, un exemple d'incubateur à Montréal serait, par exemple, le MT Lab en tourisme, culture et divertissement. Dans les accélérateurs, là, on se situe davantage dans un stade plus avancé, en accélération de croissance, dans la phase d'expansion, où le produit est vraiment prêt à être commercialisé. On se prépare à la première ronde de financement. Donc, un exemple d'accélérateur serait, par exemple, l'accélérateur Banque nationale HEC Montréal. Ensuite, des fonds d'investissement en capital de risque, des investissements publics, des banques, des innovations corporatives. Par innovation corporative, c'est des lieux de recherche et de développement technologique qui sont situés au sein même d'une entreprise qui souhaite faire la promotion de la culture d'innovation. Par exemple, des jardins labs, ce serait un exemple. Et je tiens à mentionner aussi qu'il y a plusieurs hybrides. Ce n'est pas tout noir ou blanc. Il y en a qui, d'une part, il y en a qui changent en cours de route, qui s'adaptent au marché. Puis il y en a qui sont autant des accélérateurs que des fonds d'investissement, comme EcoFuel, par exemple, ou il y en a aussi qui sont autant des incubateurs que des accélérateurs. Donc, ils font un petit peu des deux. Andréane, si tu me permets. Oui. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cet univers-là, ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que c'est pas une affaire simple. Il y a un continuum de besoins qui va du démarrage, avant même d'avoir fait l'entreprise, l'idée d'entrepreneurial. On va essayer de développer quelque chose, faire la preuve de concept. On a déjà une entreprise, puis on veut croître l'entreprise. Donc, il y a un cycle complet. Et ce qu'on réalise, c'est qu'à Montréal, il y a une vie active à chacun de ces niveaux-là de besoins entrepreneuriaux. Donc, c'est un peu, là, puis en plus, Andréane l'a dit au début, là, mais Montréal, en plus, c'est une ville sportive, mais qui a pas nécessairement actuellement d'infrastructures spécifiques au milieu sportif. Donc, si on voulait juste pour ceux qui sont moins habitués avec les termes start-up et entrepreneuriaux, là, c'est peut-être l'idée là, pour résumer. Bon point, merci. Maintenant, l'écosystème Startup de Montréal, elle est comment? En ce moment, en fait, en 2019, Montréal se situe en 34e position des écosystèmes Startup dans le monde quand même. Elle a effectué c'est juste au cours des 10 dernières années, en fait, là, que l'écosystème s'est créé. Donc, on parle d'une progression fulgurante au cours des dernières années. Et la question, est-ce que Montréal a un écosystème Startup favorable? Je vais citer peut-être Montréal International qui, pour eux, absolument. Elle affirme que Montréal possède l'ensemble des composantes favorisant l'éclosion d'entreprises novatrices, un écosystème solide, dynamique, une expertise ciblée avec des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs en capital de risque et des institutions gouvernementales qui portent un grand intérêt au succès des startups. Alors, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais peut-être aussi partager d'autres constats que j'ai lus dans la littérature. On parle que, bon, je l'ai mentionné, il y a beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complets. Toutefois, l'envers de la médaille de ça, c'est qu'il y a aussi une abondance. Donc, il y a une impression de fractionnement, d'éparpillement du financement des ressources. Donc, peut-être pour les startups, pour les entrepreneurs, il devient peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver. Puis, donc, évidemment, c'est ça crée une espèce d'éparpillement du financement. Mais là, il y a aussi une tendance là, de peut-être regrouper ces différentes structures-là, surtout pour les mêmes secteurs. Et finalement, la collaboration entre les entreprises
et les startups, bien, c'est sûr que ce n'est pas naturel, ça demeure difficile, mais c'est en croissance. Donc, aussi une bonne nouvelle. Alors, est-ce que Montréal, est-ce que le sport est un milieu innovateur? Là, je vais juste préciser peut-être le terme innovateur parce qu'évidemment, j'ai l'impression que si on demande à la plupart des organisations s'ils sont innovants, il y a des bonnes chances qu'ils vont répondre oui. Donc, je vais vous donner simplement une petite définition. On parle d'un milieu innovateur où il y a des flux de connaissances et de savoir-faire suffisamment importants pour appuyer de manière systématique l'innovation sous tous ses aspects, l'entrepreneuriat et la richesse économique locale et nationale. Le milieu doit avoir une aisance à s'allier aux acteurs du progrès, donc des centres de recherche scientifique, des universités, des organismes de promotion à l'innovation, des structures d'accompagnement comme les incubateurs ou des équipes de recherche et développement des entreprises. Alors, on parle, donc, le sport, est-ce que c'est un milieu innovateur? Bien, c'est un écosystème qui est particulier, qui est éclaté, qui est fragmenté et qui demeure quand même plutôt conservateur en ce moment. On va retrouver probablement plus d'innovation en médecine sportive, en performance humaine, en développement d'équipements, etc. Et à Montréal, bien, il existe évidemment plusieurs acteurs qui sont innovants, mais généralement, on se situe actuellement un petit peu derrière la concurrence. Par concurrence, on parle de villes d'envergure similaire. Et il est difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres à jour sur le nombre de startups dans le milieu du sport au Québec ou à Montréal. J'ai consulté quelques sites là, de référence dans le milieu. Et ce que je voyais, en fait, c'est entre 5, ça variait, là, mais entre 5 et 25 startups dans le sport. Toutefois, plus tard, j'ai parlé avec un intervenant qui me disait que pour la performance humaine au Québec, il pouvait y avoir, en fait, il y avait recensé à peu près 80 startups. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est que probablement que ces startups-là existent. Il y a des entrepreneurs, mais ils ne sont peut-être pas intégrés dans l'écosystème startup au Québec ou à Montréal. Ça, si tu me permets, Andréane, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. C'est-à-dire que Montréal est une ville qui est très entrepreneuriale de par ses infrastructures, qui supporte beaucoup la création d'entreprises et le développement dans l'innovation. Mais c'est tellement fragmenté, c'est tellement sous-divisé en secteurs que finalement, ça répond pas aux besoins des gens du milieu sportif, qui a priori auraient peut-être pas un naturel à l'innovation. Donc, à l'intérieur de toute cette infrastructure-là, pour supporter cette innovation entrepreneuriale-là, ben, nos entrepreneurs de notre industrie, peut-être qu'ils ne s'y retrouvent pas. C'est ce qu'on réalise, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'entrepreneurs, mais qui sont pas à l'intérieur des structures start-up. Donc, ils ne bénéficient pas de tous les services puis du support que d'autres secteurs peuvent avoir. Et ça, c'est peut-être le message important à retenir de tout ça. Donc, Caroline, je te laisse continuer, mais je voulais juste souligner le message clé ici. Là. On a parlé de performance humaine comme un des secteurs où on voit beaucoup d'innovation, mais il existe quand même plusieurs autres secteurs. Je voulais vous faire peut-être une petite revue de ce que j'ai observé dans d'autres, ailleurs dans le monde, dans d'autres milieux. Il y a le gaming, le e-sport, où on va retrouver plusieurs startups. À Montréal, c'est évidemment un secteur qui est important. La technologie en stade, les équipements et textes intelligents, l'analyse et la science des données, la gestion d'événements et de membres, la santé, le bien-être et l'entraînement, le coaching virtuel. Maintenant, selon les différentes lectures que j'ai faites, puis ma compréhension également du milieu, les besoins plus concrets qu'on pourrait identifier pour Montréal, ce serait, par exemple, et ce n'est pas exhaustif, ce sont des exemples, mais de renouveler l'expérience en stade, avoir des solutions pour l'évolution des performances des athlètes, là, avoir des rapports détaillés, les équipements à la fine pointe de la technologie, logiciels ou plateformes de gestion des plateaux sportifs, des services aux membres, puis la collecte de données qui permet la prise de décision intelligente. Évidemment, il y en a plein d'autres, j'en suis convaincue.
Éric, je l'ai mentionné un peu plus tôt, présentement, il n'y a pas de concurrence dans le milieu du sport à Montréal et même au Québec. Il n'y a aucune structure d'accompagnement pour les startups de sport. Il y a toutefois certaines organisations qui peuvent accompagner d'une certaine manière les entrepreneurs de ce milieu-là ou qui ont identifié l'opportunité. Par exemple, on a le MT Lab, qui est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. Le divertissement, évidemment, ça touche quand même un petit peu au sport, là. Donc, le MT Lab va voir à certaines occasions des startups qui peuvent répondre à des besoins du sport. L'Institut national du sport du Québec, dont la recherche et l'innovation est carrément au cœur de leur mission. Il y a Athlète, qui est un groupe d'experts en innovation dans le sport et la santé qui accompagne plusieurs entrepreneurs, notamment en performance humaine. Et le pôle sport HEC Montréal, qui supporte l'industrie du sport par sa réalisation d'activités de recherche et d'innovation. Maintenant, dans les modèles qu'on retrouve à l'extérieur, donc au Canada et ailleurs dans le monde, plus près de chez nous, il y a le Future of Sport Lab, qui est un incubateur qui a été co-créé par l'Université Ryerson et l'important groupe MLSE. Ça a été créé en 2018. C'est un beau modèle d'incubateur. Ensuite, il y a le Tremplin, qui est aussi un autre formidable modèle d'incubateur qui a été créé à Paris en 2014, qui a aussi connu une belle progression au cours des dernières années. Ça a été créé par Paris Éco, l'agence de développement économique. Ensuite, Sports Innovation Lab, qui est un autre modèle, un hub, en fait, qui a été créé à Boston en 2016. Et eux, ils offrent des services payants, notamment, là. Ensuite, pour ce qui est du Spin Accelerator Italie, LEAD et OSV, ce sont tous des accélérateurs. Spin a vu le jour en 2014, est devenu, tantôt je parlais de s'adapter, est devenu un accélérateur seulement en 2018. LEAD est un accélérateur en sport et santé à Berlin qui a été créé en 2016. Et OSV, en fait, c'est quand je dois mentionner, quand j'ai fait ma recherche l'année dernière, le nom était différent. Ça s'appelait Annecy Basecamp et ils ont revu leur offre. Maintenant, c'est un accélérateur dans la filière plein air, outdoor. Il a été créé en 2000. Non, je n'ai pas l'année, je suis désolée. Je crois que c'est dans les débuts, en fait, en 2015-2016. Peut-être c'est ce qui est à retenir ici, c'est qu'on peut, même si on a la notion de structure ou d'infrastructure entrepreneuriale, il existe plusieurs modèles. Puis chacun de ces modèles-là ont des réalités propres. MLSE, c'est pour le groupe là, Maple Leaf Sport and Entertainment. Eux, ils font un concours, puis là, les entrepreneurs postulent pour réussir à entrer dans cette machine-là. Versus, à l'autre extrême, on a Sport Innovation Lab, qui, eux, tu as de l'argent, tu payes, tu t'inscris dans l'incubateur, puis tu vas recevoir les services. L'idée d'infrastructure, encore là, c'est pas blanc ou noir. Il y a encore là beaucoup de modalités possibles. Donc, c'est déjà de comprendre ça peut être quelque chose d'intéressant puis d'important parce que si on arrive à la réponse que oui, Montréal aurait besoin d'avoir un incubateur spécifique et destiné au milieu sportif, quelle forme on met, quel modèle on adopte, c'est pas clair nécessairement, là. Donc, il va y avoir des réflexions à faire autour de ça. C'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est ce qui résumait, en fait, en quelque sorte, la revue de l'environnement du sujet qui nous intéresse. Et puis, avant de vous partager les résultats de l'enquête, je dois quand même vous parler un peu de la démarche qui a encadré ma recherche. Bien, la question qui m'intéressait, donc la question de recherche, était est-ce que la mise sur pied d'une structure d'accompagnement de start-up dans le sport serait désirable, réalisable et viable? Et ça, ce sont 3 critères, en fait, qui sont indispensables pour cadrer des projets d'innovation et en arriver à un produit minimum viable. C'est une méthode qui est utilisée dans le design thinking. Puis, c'est donc cette méthode-là que j'ai appliquée à mon projet. Et puis, la deuxième partie de la question, c'est si oui, quel serait le modèle le plus adapté aux besoins du milieu sportif et quelles seraient les conditions de succès? La méthode
Ben, d'abord, c'est un devis exploratoire qualitatif. Donc, on propose des pistes de réflexion. J'ai parlé tout à l'heure, je l'ai utilisé la méthode de design thinking. On a consulté des experts pour alimenter cette réflexion-là, pour aller chercher plus de connaissances. C'est un projet qui a été réalisé en mars-avril 2020. C'était peut-être un autre contexte au début de la pandémie, mais déjà quand même, les experts, les intervenants me parlaient de un contexte en fait qui pourrait être différent avec la pandémie. Donc, c'est quand même intéressant ce serait peut-être quand même intéressant de voir aujourd'hui où est-ce que ces mêmes intervenants-là en sont dans leur réflexion. Ensuite, démarche de recherche et collecte de données. Bien, je l'ai mentionné, j'ai fait affaire à 8 experts, soit du milieu du sport ici au Québec, à Montréal, le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai parlé également des gestionnaires de structures entrepreneuriales, même des individus qui s'impliquent ou qui s'intéressent depuis un certain temps à l'innovation. Donc, c'est avec ces personnes-là et beaucoup de littérature là, que j'ai pu compléter le projet. Et la démarche d'analyse, en fait, je le répète, là, mon objectif, c'était d'aller chercher un maximum d'informations dans le milieu, de faire avancer la connaissance, proposer des pistes de réflexion, mais ce n'est pas un prototype complété. Je n'arrive pas avec une solution cadrée, avec un plan d'affaires complet, les prochaines étapes, etc. là. Et ça, c'est important de le préciser. L'objectif de la recherche, c'était pas d'arriver avec une recommandation précise, mais de nous aider à trouver des pistes pour encadrer cette solution-là. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que ben, éventuellement, peut-être qu'à la fin, on aura du temps pour en discuter ou échanger, mais on va arriver avec, disons que on va circonscrire un peu ce qui pourrait être fait ou devrait être fait dans le contexte montréalais, mais on n'a pas encore la réponse précise. C'est une recherche évolutive, puis il y aura probablement une suite à tout ça. Andréane va nous aider à réfléchir à tout ça. Allons-y alors dans les constats suite aux discussions avec les experts. Quant à la désirabilité, donc, ce qu'on se pose comme question aussi, c'est est-ce que c'est une solution qui est désirable, qui est souhaitable? Est-ce une volonté vraiment du milieu qui est exprimée par le milieu? Et est-ce que c'est un besoin réel là, pour une ou plusieurs clientèles, idéalement plusieurs clientèles? La plupart des intervenants avec qui j'ai parlé étaient entièrement favorables, en fait, à l'innovation. Ils ont mentionné que c'était un élément qui était hyper important. Et il y a même un intervenant qui m'a dit que ne pas innover aujourd'hui pourrait coûter davantage demain. Je pense que c'est quand même intéressant, cette citation-là, parce qu'on est tellement pris dans notre poutine au jour le jour que effectivement, il faut parfois prendre le temps de s'arrêter puis se dire que d'innover, probablement que ça répondrait à des problématiques futures. Maintenant, bien avant ce projet-là, j'entendais ce constat-là, mais on m'a répété également pour le projet que le milieu du sport a un besoin réel d'un maillage avec d'autres secteurs économiques de Montréal et même entre le milieu sportif, le professionnel, l'associatif. Donc, ce maillage-là est extrêmement intéressant parce qu'il y a une structure d'accompagnement permet justement cette connexion. Ensuite, bien, c'est certain qu'innover nécessite beaucoup de ressources et l'ambition des organisations. Ce n'est pas nécessairement tout le monde, ceci dit, qui serait prêt à abandonner les automatismes puis adopter des nouvelles façons de faire. Donc, peut-être un petit frein ici à innover. Mais c'est désirable, mais maintenant, il faut le mettre en action. Et je le mentionnais, j'ai interviewé des gens en début de pandémie, donc la COVID-19 la COVID-19 a des impacts sociaux et des impacts économiques majeurs. Donc, peut-être que ça ici, on retrouve un frein, mais en même temps, il y a des gens qui m'ont dit, mais peut-être aussi que c'est l'opportunité unique à saisir et que c'est le moment maintenant de s'arrêter, de penser, de se réinventer, là, le fameux mot qu'on entend depuis plusieurs mois, puis de justement mettre en place des processus innovants pour réussir à sortir de cette crise-là.
La faisabilité maintenant. Donc, est-ce qu'il y a un environnement favorable à l'innovation? Est-ce qu'il existe des ressources compétentes, d'expérience qui peuvent bénéficier aux entrepreneurs? Y a-t-il des ressources financières pour le rendre opérationnel? En fait, Montréal, je l'ai mentionné, on est dans un environnement dynamique, flexible, accueillant pour les startups, ça a été mentionné. Il y a un nombre important à Montréal d'universités, hein, puis l'environnement universitaire est propice à développer des idées, particulièrement en technologie, donc ça, c'est un plus. Il existe également des structures similaires qui ont fait leurs preuves et qui ont connu le succès. L'expertise montréalaise en sport, est quand même riche, puis il y a plusieurs organisations qui existent qui auraient la capacité de prendre le leadership de ce projet-là. Puis il y a même certains intervenants là, qui m'ont affirmé que c'est un projet qui les intéressait. Et finalement, on m'a aussi mentionné que Montréal a un super beau potentiel pour ce genre de projet-là, mais il est clair que ça va prendre des partenaires fondateurs. Montréal, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Lausanne ou Toronto où on retrouve des groupes de sport et divertissement, des sièges sociaux, des entreprises de sport, des grandes entreprises, des fédérations internationales. Donc, ça va être hyper important pour bâtir une crédibilité, de mobiliser tout le milieu et d'avoir des gros joueurs là, dès le départ, là, comme une équipe de sport professionnel, l'INS, le Comité olympique canadien, l'université. Donc, ces joueurs-là sont vraiment importants là, pour le succès de cette structure-là, de ce projet-là. Finalement, la viabilité du projet. Donc, on se questionne, est-ce que c'est une structure d'accompagnement de start-up? Est-ce qu'une structure d'accompagnement de start-up dans le sport est une solution profitable qui démontre un modèle d'affaires durable dans le temps? Est-ce qu'il y aurait suffisamment d'entrepreneurs pour former aussi des cohortes intéressantes année après année? Et est-ce qu'il y a des partenaires qui sont prêts à embarquer dans l'aventure dans le long terme? On l'a mentionné, Montréal représente un beau potentiel. Il y a des entrepreneurs qui, actuellement, dans le passé, cognent à la porte d'autres structures d'accompagnement déjà à Montréal. Donc, on peut penser qu'il existe quand même un certain besoin, une certaine nécessité pour maintenant et pour le futur. Toutefois, on l'a mentionné, Montréal, c'est un petit marché, le Québec aussi. Il y a deux experts qui m'ont mentionné que il va être essentiel dès le départ de s'ouvrir à plusieurs secteurs du sport en opposition à seulement, par exemple, une niche là, comme le plein air ou seulement la performance humaine. Donc, de rallier tout ça ensemble. Puis, de toute évidence, ça va être absolument nécessaire d'éviter de décupler donc les initiatives. On veut favoriser vraiment une seule collaboration entre les partenaires et non pas plusieurs initiatives qui partent de leur côté. Et le défi qui a été relevé, c'est l'acquisition de partenaires financiers. Ça, ce n'est pas juste dans le sport, c'est un défi aussi qui est relevé par l'écosystème startup. Donc, des partenaires financiers, pas seulement pour un an, mais pour le moyen et long terme. Puis, Andréane, corrige-moi, mais de mémoire aussi, c'est cette idée-là que ces partenaires financiers-là, c'est un des, peut-être tu en parlais tout à l'heure dans les conditions de succès, mais ce qu'on constate, c'est qu'on aurait intérêt à réfléchir dans une logique où on ouvre ce financement-là, pas seulement à l'intérieur des organisations sportives, mais vraiment avec des partenaires, des banques, des compagnies d'assurance, des donateurs. Mais c'est cette idée-là que l'écosystème sport aurait intérêt à avoir une vision plus englobante, plus large. Exact. Et ça les fait dire à profusion. Oui, tout à fait. Qui n'est pas le réflexe naturel, hein, Andréane? Non, exact. Non, tout à fait. Il faut effectivement se pencher parce que c'est un élément qui est super important. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu la synthèse des observations et les hypothèses que je viens de vous présenter. Donc, pour la désirabilité, il existe une ouverture à l'innovation, un intérêt réel des acteurs de l'industrie du sport d'innover. C'est un sujet qui intéresse le milieu. Il y a un besoin réel d'innovation. On a identifié plusieurs problématiques auxquelles des solutions d'innovation pourraient être répondues.
Il y a, comme je mentionnais, un besoin réel de maillage entre le secteur sportif et d'autres secteurs économiques. Les freins à l'innovation, je l'ai mentionné, ils existent. Il y a un manque de ressources et de temps dans plusieurs organisations sportives, donc ça représente quand même un frein. Et les organismes de sport peuvent être réfractaires à abandonner certains automatismes et à adopter de nouvelles façons de faire. Volonté de s'allier au projet, bien, un projet comme de structure d'accompagnement est très bien vu et plusieurs intervenants souhaitent collaborer, s'allier d'une quelconque façon à ce type de projet-là. Faisabilité, en fait, bon, Montréal présente un environnement favorable, thumbs up. Et ressources et expertise, bien, il existe une riche concentration d'experts dans le sport qui pourrait être mis à profit. C'est hyper important là, pour le projet. Et même s'il n'y a pas une seule organisation qui regroupe tout le milieu sportif, tant professionnel, associatif, institutionnel, on peut envisager qu'il y a quand même certains grands joueurs clés qui pourraient former un partenariat pour porter le projet. Viabilité. Il y a plusieurs, en fait, il y a un potentiel de marché, il y a plusieurs success stories inspirants au Québec. Les initiatives entrepreneuriales dans le sport sont aujourd'hui, somme toute, peu nombreuses. Donc, peut-être terrain glissant, là, la pleure de banane, c'est un peu ça, il y a quand même certains risques. Donc, terrain glissant, c'est un écosystème qui doit quand même être dynamisé et propulsé à la base pour qu'une structure d'accompagnement soit pertinente et viable sur le long terme. Et finalement, l'accès au financement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Tout dépendamment de la structure d'accompagnement qui serait mise en place, on peut penser à différents modèles de financement. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais on peut penser à un modèle qui est financé par le public, par le privé, même un hybride. Et puis, considérant que le financement privé représente un défi, probablement que un modèle qui inclut du financement public serait pour démarrer, du moins, là, une option très, très, très intéressante à envisager. Je vais aussi peut-être mentionner un élément intéressant qu'on m'a fait mention, c'est qu'il est extrêmement important quand il y a une nouvelle structure d'innovation, une structure d'accompagnement de start-up, de s'adapter aux besoins du marché au fur et à mesure. Il est essentiel de sonder régulièrement le milieu et les parties prenantes et de revoir aux besoins son offre de service. Quelqu'un mentionnait qu'initialement, il y avait un plan d'affaires, puis qu'un an plus tard, c'était complètement autre chose. Il s'était dirigé vers complètement autre chose parce qu'il a dû s'adapter aux besoins finalement du milieu. Donc, il faut être vigilant à ça là, quand on se lance dans ce projet-là. En résumé, ben, ce qu'on découvre, c'est que est-ce que ce serait faisable maison? Est-ce que ce serait viable? Oui, mais à certaines conditions. Mais est-ce que c'est désirable? C'est intéressant parce que il y a comme une ambivalence autour de ça. Il y a des gens qui le veulent, puis ils poussent. Puis d'autres, c'est comme un discours qui voudrait, mais on peut pas être contre la tarte aux pommes, là. Fait qu'on on remet un peu en question cette véritable volonté-là de certains acteurs. Fait que là, il y a peut-être un petit peu plus de bémol à ce niveau-là. Mais si on voulait faire une structure entrepreneuriale, puis on tient en compte de tout ça, ben, ce qu'on découvre, c'est que go, là, il faut le faire. Tout à fait. Puis c'est pour ça aussi que j'arrive aussi à des conditions de succès. Donc, oui, c'est viable, mais sous certaines conditions. Donc, c'était un peu ça la réponse à la première partie de la question de recherche. Maintenant, la deuxième partie de la question de recherche, c'était quel serait le ou les modèles qui seraient plus adaptés aux besoins du milieu sportif et justement les conditions de succès. Donc, selon les besoins que j'ai observés, les discussions que j'ai eues avec les intervenants, on comprend que dès le démarrage de ce projet-là, de cette structure-là, on va devoir avoir comme mission de favoriser le savoir, la collaboration et l'accompagnement. Donc, le savoir pour offrir aux startups des connaissances sur l'écosystème sportif et leurs enjeux, et aussi sensibiliser les professionnels du sport à l'innovation. La collaboration entre les acteurs du milieu, le maillage avec les acteurs économiques d'innovation institutionnelle,
finalement l'accompagnement, donc soutenir les entrepreneurs dans le processus de création de croissance dans le secteur sportif. On a parlé d'incubateurs et accélérateurs. À la lumière de ce qu'on vient tout juste de voir, en fait, je pense qu'on se rapproche un peu plus, en fait, d'un modèle d'incubateur qu'un modèle d'accélérateur. Si on se rappelle les stades de croissance des startups, on est davantage à la base, on voulait dynamiser la base. On n'est pas rendu à un moment où, comme dans d'autres secteurs, par exemple, la culture ou l'énergie, où là, on va retrouver davantage de startups qui sont plus avancées là, dans leur stade de croissance. Donc, on privilégierait, oui, davantage un modèle qui se ressemble un peu plus à un incubateur pour démarrer. Ensuite, on s'adapte et on voit si on reste dans ce modèle-là, mais c'est ce qui serait davantage privilégié pour tout de suite. Maintenant, selon l'avis de certains experts, aussi en regardant les autres modèles qui sont offerts dans le milieu sportif, quelques exemples de services offerts qui sont pertinents pour le milieu. D'abord, l'espace de coworking, l'accès à des experts conseils du milieu, accès à des ressources communes, on peut penser à des services légaux, comptables, accès à des événements et des initiatives de réseautage, puis finalement, le rayonnement là, de ces startups-là, donc accès à un réseau et des opportunités de rayonner. Et maintenant, à qui on s'adresse, donc pour qui ces structures-là peut s'adresser. Et là, c'est là c'est une piste de réflexion, mais à qui on pourrait s'adresser? Bien, des entrepreneurs qui ont déjà un projet d'entreprise viable, en phase de démarrage, pré-démarrage, un plan d'affaires et une vision. Selon les modèles qui existent, on peut penser à peu près entre 7 et 10 incubés pendant un an. Il y a différentes périodes d'incubation, mais on m'a recommandé de débuter avec une période d'1 an. L'ensemble on doit s'adresser, je l'ai mentionné, à l'ensemble des secteurs du milieu sportif et aussi l'ensemble des acteurs du sport. Et par qui? Bien, c'est évidemment des propositions, c'est des pistes de réflexion basées sur des observations, mais aussi des intérêts, des recommandations qui m'ont été faites. On peut penser à une université, dans ce cas-ci, le POSPAR HEC Montréal, qui a un grand intérêt envers ce genre de projet-là. L'INS, l'Institut national du sport du Québec. Au moins une équipe professionnelle aussi qui serait un joueur clé. Le Comité olympique canadien, athlètes. La Ville de Montréal qui participe souvent au démarrage, là, qui participe à certaines initiatives d'innovation. Et Sport Québec qui assume le leadership, en fait, des fédérations québécoises. Vraiment, Andréane, je vais juste synthétiser tout ça, là. En fait, ce que Andréane a découvert, c'est que quand on met en commun l'ensemble des experts qui se sont prononcés sur le sujet, puis l'analyse qui est faite de ce qui se passe à Montréal, autant au niveau sportif qu'au niveau entrepreneurial, ce qu'elle découvre, c'est qu'il y a un incubateur destiné à un milieu sportif, au sens un peu plus large, pas sportif hockey, soccer, mais sportif assez large, qui serait assez inclusif, qui offrirait un espace physique dans lequel des entrepreneurs, donc on est au stade de l'incubation, donc c'est pas quelqu'un qui a une idée qui veut faire un plan d'affaires. C'est quelqu'un qui a déjà un début de produit ou un début d'offre de service. Puis là, il voudrait être accompagné pour vraiment faire la preuve de concept, réussir à développer un marché, peut-être l'exporter. Donc, au travers de ça, mais c'est d'avoir un endroit physique dans lequel il va pouvoir avoir ce réseau-là. Il va avoir des experts qui vont l'accompagner autant au niveau entrepreneurial qu'au niveau du marché sportif, qui vont offrir des services de financement, des services de réseautage pour développer leur entreprise. Donc, c'est cette idée-là de créer un lieu physique dans lequel on va prendre quelques entreprises. Puis ce qu'on nous dit, c'est ben le milieu n'est pas assez grand pour qu'on imagine d'en faire 20. Là. Il y a la grande recommandation qui sort de toute cette enquête-là, c'est de dire, ben, au Québec, il devrait en avoir un, probablement à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a déjà une infrastructure, mais ça ne veut pas dire de limiter ça à seulement des activités entrepreneuriales montréalais. Mais puis, on devrait imaginer
7 à 10, peut-être un peu 12, là, certains parlaient de 12, dans lesquels on les prendrait dans une logique cohorte. Puis là, on les accompagne avec tous les services que je vous ai parlé. Donc toute la notion de pré-entreprise ou accélération, ben, il semblerait, quand on fait l'analyse, que ben, le point de départ n'est pas là. T'sais, le point de départ, c'est vraiment cette idée d'incubateur spécifique, spécialisé dans le domaine sportif. Puis ça, c'est peut-être le message fort à retenir. Donc, déjà, on est dans une boîte, là. On vient d'en éliminer plein d'autres. Bon, on pourra avoir des discussions après, là. Ça reste un devis exploratoire, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à retenir. C'est bien résumé, effectivement. Maintenant, on peut se questionner sur le lieu. À quel endroit ces fameux incubateurs pourraient prendre place? Si on regarde les autres incubateurs, en fait, ce qu'on propose, c'est des emplacements centrales. En ce moment, la plupart des startups à Montréal se situent au centre-ville, sur la rue Saint-Laurent, dans le Myland un petit peu et près des universités. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit central pour favoriser les échanges avec les communautés d'affaires, d'innovation et les autres secteurs économiques. Et doit rassembler aussi les différentes communautés sportives et être suffisamment attractif pour que les incubés aient envie là, de se déplacer puis de venir s'y réunir. Si, par exemple, concrètement, là, si, par exemple, HEC Montréal pilote le projet, ben, il serait naturel probablement qu'un espace soit aménagé dans le nouveau pavillon qui est prévu au centre-ville. Et parmi d'autres options qui pourraient être envisagées, il y aurait, par exemple, la Maison olympique qui est aussi au centre-ville, le CEPSUM, qui est le Centre sportif des Carabins de l'Université de Montréal, qui pourrait être un endroit intéressant, ou le Parc olympique. Qui évidemment, c'est un emblème sportif très, très, très fort, qui a des espaces également pour accueillir ce genre de projet-là. Dans les deux derniers cas, là, le CEPSUM et le Parc olympique, la seule petite contrainte, peut-être, c'est qu'ils sont un petit peu, ils sont situés peut-être un petit peu à l'extérieur de l'écosystème d'innovation. Le financement. Mais Andréane, je vais juste me permettre, si tu veux. Ce qu'on découvre, c'est que le lieu d'incubation, c'est critique dans la décision. C'est pas une question anodine. Et ce qu'on réalise, c'est que d'avoir cette proximité-là, autant auprès des chercheurs, puis du milieu d'affaires, est plus important que d'avoir, par exemple, une proximité avec les athlètes ou les clientèles. C'est cette idée-là de créer le réseautage ou le maillage, là, les termes que tu disais, Andréane, sur le développement de l'entreprise, la création de cette entreprise-là. Puis ça, c'est intéressant comme réflexion. C'est une des découvertes qu'Andréane a fait. Maintenant, dans le financement de la structure, bien, au Québec, on dit plus de 93 des incubateurs sont financés en partie par des fonds publics. Et ailleurs dans le monde, les incubateurs accélérateurs de start-up, dans le sport, il y a une répartition. Là, on peut voir le graphique à droite. Il y a une répartition, somme toute, assez répartie entre le public et le privé. Le financement, compte tenu de l'hypothèse où on dit qu'il y a un grand défi pour trouver des partenaires financiers, il serait peut-être recommandé d'envisager un modèle qui inclut des sources de financement public pour lancer le projet. On m'a parlé aussi d'un modèle 25-75, public corpo et services payants aux startups. C'est un modèle qui semblait être, je ne sais pas si c'est une norme, là, mais qui semblait être raisonnable ou comparable à d'autres modèles ailleurs dans le monde. On peut parler de 4 ou 5 partenaires fondateurs qui contribuent de façon égale sur 3 ans. Là, 3 ans, ça peut être 4, ça peut être 2, mais idéalement 3 et plus, parce que ce qu'on veut, c'est que le projet soit viable. Et il faut aussi réaliser que les partenaires fondateurs bénéficient de leur côté de la contribution par l'accès aux cohortes. Donc, ça, c'est quand même un retour intéressant pour eux. Puis, on m'a aussi parlé de l'option éventuelle de délaisser le soutien public lorsque c'est possible de faire. Pour des raisons administratives, pour plusieurs autres raisons. Je pense que ça dépend du modèle qui est mis en place, mais il y a certaines structures qui ont préféré délaisser le soutien public une fois qu'il était bien démarré et que le modèle fonctionnait bien. Évidemment, ça dépend des partenaires qui embarquent ou non, là, en fait, dans le projet, là. Donc, autrement dit, Andréane, ce qu'on découvre, c'est qu'il semble émerger un modèle d'incubation qui serait propice
un grand succès à Montréal. Puis ce modèle-là repose sur une structure avec de la collaboration entre différents partenaires qui vont éventuellement peut-être devenir plus privés, mais au départ, cette infrastructure-là aurait besoin d'un support public. Et ça, c'est important de le comprendre, cette notion-là, là, tu sais, c'est assez nouveau dans le sport, en fait, de dire on va tous se mettre ensemble pour créer des entreprises de demain. Mais on est un peu dans cette logique-là. Et ça, c'est intéressant. C'est comme le modèle qui semblerait le plus approprié pour notre réalité québécoise, montréalaise. Exact. Je termine, parce que j'ai aussi hâte de vous entendre, là, mais je termine avec les conditions de succès, qui est un peu aussi la conclusion, là. Donc, maintenant qu'on a répondu aux 2 questions, quelles seraient les conditions de succès pour que cette infrastructure-là, ce projet-là puisse fonctionner? D'abord, on veut un modèle qui répond aux besoins des entrepreneurs en phase de prédémarrage et démarrage, un leadership fort pour porter le projet et éviter la compétition dans un même marché. Tu viens de le mentionner aussi, Rick. Rassembler un minimum de partenaires incontournables du sport pour donner une crédibilité à l'initiative. La notion de crédibilité aussi est importante. Compter sur la collaboration d'experts du milieu sportif et de l'entrepreneuriat. Ouvrir le projet à l'ensemble du milieu sportif sans se limiter à un seul sous-secteur et permettre à des startups d'ailleurs dans le monde aussi d'intégrer les cohortes. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres milieux. Il y a des startups de Montréal qui sont allés faire incuber dans d'autres incubateurs ou même accélérateurs. Confirmer au moins 4 partenaires financiers fondateurs et envisager l'injection de fonds publics au démarrage. Offrir un espace collaboratif de travail qui favorise l'innovation et le maillage entre les différents secteurs du milieu sportif avec des écosystèmes d'innovation et d'affaires. J'ai l'impression que je me répète, mais je pense que c'est un élément qui est important. La synthèse, oui. Et finalement, le porteur du dossier doit rester à l'écoute des besoins du milieu et adapter son modèle d'affaires selon l'évolution du marché et de la demande. Voilà, Eric, ça fait le tour pas mal de mon projet de recherche. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter à tout ça. En fait, là, on a volontairement, vous voyez, là, il y a quelque chose qui semble émerger du projet d'Andréane. C'est cette idée-là que, bon, si on veut vraiment créer une infrastructure qui va favoriser la création d'entreprises, la création de richesses collectives grâce au sport, il y a un modèle qui semble être à prioriser, c'est-à-dire l'idée de miser sur l'incubation, puis de mettre une structure pour le sport assez large, et puis de réussir à travailler une espèce de maillage de collaboration. Donc, c'est un peu le modèle qui est en train d'émerger, mais c'est pas une fin en soi. Je serais curieux de vous entendre. Andréane et moi, là, ça émerge. C'est pas une fin en soi. Je sais que parmi vous, il y a des gens du milieu sportif, il y a des gens aussi du milieu, je dirais, plus entrepreneurial. Donc, on serait très heureux d'entendre. Peut-être vous avez des questions, là, mais votre compréhension de tout ça, votre vision, peut-être même qu'il y a des éléments là-dedans qu'on pourrait bonifier. Donc, on aimerait vous laisser à vous, comme tu l'indiques, Andréane, dans le PowerPoint. En fait, Eric, je vais peut-être prendre la balle au bon ici là, pour encadrer. On est encore 113 participants, donc tous vous entendre au même moment serait un peu cacophonique. J'ai quelques questions dans la boîte de conversation et je vous demanderais de bien vouloir lever la main si vous voulez interagir directement avec nos intervenants. J'irai peut-être avec une première question de la boîte de conversation de Franck Munier. Il y a de nombreux incubateurs dans de nombreux domaines depuis plusieurs années. Pourquoi aucun n'a été créé dans le sport jusqu'à maintenant? C'est une bonne question. Je pense que en fait, c'est assez récent quand même, les nombreux incubateurs auxquels on fait référence. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on voit l'émergence d'incubateurs dans ce domaine-là. À Montréal, pourquoi? En fait, j'aurais tendance à dire de par ce que j'ai entendu, parce que tout simplement qu'il n'y a pas personne qui a voulu prendre le leadership de ça ou qui a eu la capacité de le faire jusqu'à maintenant. C'est depuis peut-être 1 an seulement ou 2 là, qu'on entend qu'il y a un intérêt de plus en plus fort. Donc, je pense que c'est tout simplement ça. Puis, c'est important de le souligner, là, comme tu viens de le dire, Andréane, l'incubation, c'est assez nouveau, de manière générale. C'est pas une affaire de 100 ans. Là. Et on voit émerger un peu partout dans le monde des incubateurs spécifiques au domaine sportif. Donc oui, on a un retard par rapport à d'autres villes, mais c'est un mouvement de fond, là. Donc, ça aussi, c'est compréhensible, c'est assez nouveau. Puis peut-être aussi ajouter, je pense que le maillage qu'on aurait
de parler aussi, là, la collaboration entre les joueurs clés. On l'a mentionné que c'était crucial. Puis ça, pour que ce soit pour un incubateur ou d'autres projets, c'est pas un maillage, une collaboration qui est naturelle encore. Donc, il y a ça là, quand même qui est pas négligeable. Parfait. Je vais poursuivre avec une question de la boîte de conversation, là. Quelles sont les tendances dans le sport? Donc, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme entreprise liée au secteur sport? Oui, je l'ai mentionné un petit peu tantôt. J'ai touché un petit peu. Je pense que la performance humaine était l'un des secteurs qui semblait en fait avoir déjà un grand bassin d'entrepreneurs. Ensuite, on m'a mentionné, il y a beaucoup de peut-être toute l'administration, les solutions, les logiciels pour la gestion de membres ou la gestion de ressources. C'est un besoin qu'on m'a exprimé aussi. La technologie en stade, c'est un besoin aussi qu'on m'a exprimé pour Montréal. C'est pas exclusif à ça, mais c'est les trois peut-être qui me viennent en tête qu'on m'a mentionné. C'est justement l'intérêt, c'est qu'il y en a tellement des projets possibles, là, autant des casques anti-commotion cérébrale, des trucs pour réduire des blessures. Ça, c'est plus sportif. On pourrait imaginer là, avec l'intelligence artificielle toutes les applications possibles à développer pour améliorer la performance sportive et organisationnelle. Dans l'événementiel, il y a plein d'innovations possibles pour améliorer l'expérience fans. Et le nombre de projets possibles est énorme. Là. On a vu dernièrement, là, ils ont développé des Zamboni intelligentes qui font la glace en 5 minutes, je pense. C'est extraordinaire. Vous imaginez là, à quel point c'est écologique, c'est économique. Toutes sortes de projets. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles une des recommandations qui ressortait, c'était pas d'y aller par segment, mais de garder l'univers sport, où cette entité-là, cet incubateur-là, va favoriser la relation avec les différents milieux pour avoir une vision qui ne sera pas silo, mais très ouverte. Parce que justement, le genre de projet potentiel est quasiment sans fin. Très intéressant. Je poursuis avec une question. Qu'est-ce qui distingue les intervenants innovateurs des autres villes, des intervenants montréalais? Puis il y a une sous-question, quelles sont ces autres villes qui sont plus innovantes? Je vais commencer peut-être la deuxième partie. Les villes les plus innovantes au Canada, je sais qu'il y a Vancouver et Toronto qui se retrouvent dans le top 30 là, de la liste. Autrement, j'y vais de mémoire là, parce que j'ai consulté la liste de Global Startup, mais à mon souvenir, Paris est une ville hyper innovante, Tokyo est une ville innovante, il y a toute la côte de la Californie également. C'est Boston. Berlin. Mais c'est souvent c'est par secteur, souvent. Donc, ça, c'est important de le comprendre. C'est pas la ville est innovante, c'est des secteurs qui habitent des villes. Par exemple, nous, en intelligence artificielle ou en jeux vidéo, on est très innovants. Fais-moi la deuxième partie de la question, Samuel. C'était donc à savoir quelles sont les villes innovantes et qu'est-ce qui distingue les intervenants innovateurs des autres villes, des intervenants montréalais. Je pense que tu y réponds aussi un peu, Andréane, par ta réponse. Je vais poursuivre. Donc, le monde du sport est de nature assez conservateur et de plus en plus centralisé, par exemple, au niveau des ligues professionnelles. Comment impliquer et intéresser des partenaires? Je vais parler peut-être d'expériences qu'on m'a partagées dans d'autres secteurs. Je l'ai touché un petit peu tantôt, mais je pense que c'est hyper crucial de bien faire comprendre quelle est la valeur pour l'entreprise. Par exemple, si on approche les Canadiens de Montréal ou les Alouettes de Montréal pour être un partenaire, il faut qu'il y ait une problématique auquel l'innovation peut répondre. Et ces cohortes-là, je pense qu'on sous-estime à quel point il y a réellement des solutions qui sont proposées à des organismes professionnels. Donc, je pense que c'est d'avoir ces discussions-là avec ces partenaires-là, ces organisations-là. Et puis, dans la mission de la plupart des organisations de sport, j'ai l'impression qu'il y a toujours une partie d'innovation et de progrès. J'ai comme l'impression que peu importe avec qui j'ai discuté, il y a toujours un petit peu d'innovation qui est fait au sein des organisations. Donc, c'est d'aller chercher ça puis de dire, ce que vous faites, nous, on va
la cohorte, en fait, va permettre d'aller voir, de sortir un petit peu du cadre puis de vous proposer des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous, à l'interne. Donc, c'est de je pense que c'est cette approche-là que certaines structures ont prise. Ça fait le tour des questions dans la boîte de conversation. Est-ce que Éric, tu aimerais peut-être un mot de la fin ou une réflexion pour les projets à venir? En fait, merci Andréane d'avoir contribué à ces réflexions-là. Je ne sais pas si toi, tu voulais faire le mot de la fin, Andréane? Je te laisse. Tu me laisses terminer. En fait, moi, je vais juste soulever quelque chose. Quand on a créé le pôle sport, à l'origine, toutes ces réflexions-là autour de la création de start-up, d'incubation, accélération, c'était pas l'idée phare PHRA là, qui nous habitait. Puis ça n'a pas été très long qu'on s'est fait approcher par beaucoup d'acteurs pour un peu supporter ces initiatives-là. Puis on s'est vite rendu compte qu'effectivement, beaucoup d'incubations passent par les universités, mais c'est pas les universités seules qui le font. Et c'est parce que les universités sont des lieux qui sont assez neutres, qui sont, nous, notre intérêt là-dedans, c'est de développer de la connaissance, des savoirs, puis c'est dans notre ADN. Certainement que le pôle sport va être intéressé à contribuer. On n'a pas encore de modèle, mais c'est comme une forme d'invitation, en fait, à cette initiative-là. Puis je trouve, Andréane, merci beaucoup d'avoir fait ce travail-là, parce que je trouve que ça nous ouvre la porte à peut-être commencer vraiment le boulot maintenant. Et je voulais juste le soulever. Donc, merci à vous tous. Je ne sais pas si Samuel, tu voulais toi conclure. Là, oui, tout à fait. Mais moi, je tiens à remercier principalement Andréane. Merci pour le fruit de ta recherche puis pour la présentation qui a été faite aujourd'hui. Ma voix est jointe à celle de tous les participants qui te